cette valorisation du lien entre la recherche, entre le potentiel industriel et l'investissement de santé, la faute n'en revient pas aussi à l'industrie pharmaceutique qui, pendant des années, finalement, a trouvé que tout fonctionnait bien, qu'économiquement c'était prospère et qu'il n'était pas nécessaire de faire cette information. Il y a des industriels dans la salle. Bon, Philippe Aghion, alors je vais vous donner tout de suite la parole. Intervenir sur juste quelques points comme ça dans le débat qui sont venus à des points. Maintenant on établit, voilà, on sait que augmenter l'espérance de vie, ça a un effet sur la croissance. Maintenant, il y a quand même... Donc ça, c'est un aspect. Donc on dit, il y a création de valeur, ça c'est un élément incontournable. Maintenant, à partir de là, effectivement, il y a des débats, c'est toute une série d'autres débats qui arrivent. Donc par exemple, c'est est-ce que je dois mettre l'accent sur le... Quel est l'âge que je dois privilégier? Est-ce que, par exemple, les premières régressions qu'on a regardées montraient que réduire mortalité entre 0 et 40 et mettre l'accent sur entre 0 et 40, c'était très important parce que, en fait, c'est là qu'on développe les capacités cognitives, notamment. Donc, est-ce qu'on doit mettre beaucoup l'accent sur cet âge-là plutôt que sur... alors ça, là, il y a des arbitrages, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, faire le débat de l'effet des dépenses de santé sur la croissance, c'est aussi faire le débat de comment je dois restructurer. C'est comme pour l'éducation. C'est-à-dire que, je dis l'éducation, c'est important. Deux, qu'est-ce qui est important? Donc ça, c'est un débat qu'il va falloir avoir, évidemment. Est-ce que je privilégie d'être sûr que j'ai des jeunes qui se développent, qui acquièrent une capacité cognitive, etc., ou mettre l'accent sur d'autres aspects. Donc ça, je crois que c'est par rapport aux États-Unis, l'essentiel des dépenses, c'est le troisième âge. Il y a très peu qui est fait au niveau... Donc c'est totalement déséquilibré aux États-Unis. Nous, moins qu'aux États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc ça, c'est un débat. Il y a l'autre débat privé-public, c'est-à-dire qu'il y a... Effectivement, c'est toujours cette difficulté. Si vous dites « je mets sous condition de ressources », à ce moment-là, demain, les gens vont voter contre des dépenses de santé publique. Donc il y a un équilibre. Il faut aller un petit peu vers les conditions de ressources. Mais jusqu'où on peut aller? Parce qu'on ne peut pas ne pas aller du tout vers les conditions de ressources. À mon avis, il faudra faire un peu de conditions de ressources. Mais il faudra quand même dire les grandes opérations, les grandes choses seront remboursées et accessibles à tout le monde. Mais jusqu'où on peut aller vers les conditions de ressources sans remettre en cause le soutien et le consensus social sur les dépenses de santé dans leur ensemble. Donc là, il y a un juste milieu à trouver. Où il est ce juste milieu? Donc ça va être un débat important. Je pense qu'il y a un autre débat qui est important aussi, ça c'est pour l'industrie pharmaceutique, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu quand même tout débat autour du développement. Vous savez qu'il y a beaucoup de la malaria, tout le débat sur la malaria par exemple. C'est-à-dire quel rôle... c'est un truc très simple, c'est-à-dire que l'innovation est récompensée par des brevets. Et les brevets vous permettent d'avoir un monopole. S'il n'y avait pas un système de protection des droits de propriété intellectuelle, ça découragerait l'innovation. Donc on a besoin de protéger, mais d'un autre côté, vous voulez diffuser, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rôle social. Je crois que quand même, d'un autre côté, l'industrie pharmaceutique doit montrer qu'elle a un rôle dans le développement. Et donc là, à nouveau, il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de rente, mais en même temps, il faut pouvoir diffuser, il ne faut pas que ça empêche des pays pauvres d'accéder à des découvertes pharmaceutiques, simplement parce qu'on veut avoir les rentes de ces découvertes. Donc là, il y a aussi un rôle que l'État peut jouer pour, par exemple, racheter les brevets et les mettre dans le domaine public. Par exemple, on sait que les pays, par exemple l'Angleterre veut jouer un rôle très actif dans le développement. La France, je dis qu'elle veut aussi. Une partie de ce rôle, c'est peut-être aussi de racheter des brevets à des industries pharmaceutiques et de diffuser le savoir. Donc là aussi, il y a un rôle de l'État. Et il y a aussi un rôle d'un dialogue entre l'État et les compagnies pharmaceutiques, de dire jusqu'où vous acceptez les rentes, mais jusqu'où aussi vous voulez jouer un rôle social, de diffuser des connaissances qui permettraient de soulager la vie de centaines de millions de gens dans le monde. Donc là, et je crois que d'avoir un rôle social aussi, ça va rendre plus populaire les industries pharmaceutiques qui font qu'il y aura un consensus en faveur d'aider. Donc là, il y a, je crois, des débats, à mon avis, importants qu'il faut avoir. Didier Tabuteau. Oui, moi je voulais réagir parce que dans ces arbitrages et la façon de parler de ces questions, on voit bien qu'elles sont difficiles à évoquer. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que, et ça a été dit à plusieurs reprises, mais la santé, c'est pas que la santé médicalisée. C'est pas que la médicalisation, c'est pas que l'intervention du système de santé, c'est aussi les autres choix. Moi, il y a un chiffre qui me fascine, c'est qu'on n'a jamais dit, et on pourrait l'exprimer à peu près comme ça, que les 150 millions d'euros d'investissement des radars sur la route ont rapporté, enfin je caricature, il y a un petit peu d'autres choses autour, mais ça a rapporté 7 milliards
comparaison qui est dans le numéro de Sèvres, 2007 par rapport à 2001. Ça veut dire qu'on a économisé 1 point de CSG en mettant des radars sur les routes. 1 point de CSG. Il faut commencer à aborder ces sujets en comparant de façon très concrète ce qui peut être fait sur les questions de santé. Et l'approche européenne, Health in All Policies, d'examiner nécessairement toute politique, et pas simplement la politique de santé, au regard de ses conséquences sur la santé de la population, me paraît devoir être introduite dans notre droit national, parce que, encore une fois, c'est une approche globale qui permettra d'avoir la meilleure efficacité. Alors, si vous le voulez bien, avant d'entendre Emmanuel Vigneron et puis M. Valencien, qui ne se sont pas encore exprimés, je voudrais savoir si, sur cette question des arbitrages politiques, entre un certain nombre de choix qu'il convient de faire, vous avez des réactions ou des questions. Monsieur, alors, d'abord monsieur, puis ensuite vous-même. Oui. Pardon. Benoît Péricard, directeur de l'activité santé de chez KPMG, ancien directeur d'hôpital, entre autres. Premier arbitrage quand même sur le niveau de PIB. Là. Monsieur Aguillon nous a dit ce matin que finalement c'était quand même un chiffre qui comptait. Et on a cité trois systèmes assez bien caractérisés. Celui de l'Angleterre, avec un PIB consacré à la santé de l'ordre de 7 à 8%. Enfin, ça augmente un peu, mais c'était à peu près ce niveau-là. Celui de la France ou de l'Allemagne entre 10 et 11. Et celui des États-Unis à près de 15. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Est-ce que des économistes comme vous ne peuvent pas dire qu'il y a un niveau plus ou moins optimum ? On voit bien que, quand on est allé aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des déséconomies d'échelle où, à partir d'un certain niveau de PIB consacré à la santé, on voit bien qu'en Angleterre, ce n'est pas tellement le système qui est lui-même en cause, c'est plutôt le rendement est bon, mais c'est plutôt que l'alimentation du système est insuffisante, c'est-à-dire qu'on met insuffisamment de ressources dans le système. Donc, est-ce qu'il y a quand même, par rapport aux autres grandes fonctions dans la société, est-ce qu'autour de 10 à 12% du PIB, on a un optimum dans la santé, ou alors est-ce qu'on va, dans 30 ans, aller vers 20 ou 25%, comme on l'a dit à une époque, consacré à la santé ? Première question. Deuxième question sur les arbitrages. Moi, je trouve que ce qu'a dit Gérard de Pourvouril à un instant est essentiel sur les arbitrages, sur l'utilité et notamment des innovations. On a le sentiment, quand on a été acteur et producteur de soins un petit peu, que l'innovation a été mise très clairement sur la partie la plus aiguë du soin, sur quelquefois je dis sur l'acharnement thérapeutique, on le dit. Bon, inversement, et peut-être que la population le ressent, on l'a mis insuffisamment sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus de prévention ou de vie quotidienne. Je viens de vivre un épisode que chacun peut vivre dans sa vie familiale ou quotidienne, d'un vieux monsieur qui a eu un problème d'infection urinaire il y a quelques semaines. On lui a changé 3 fois son système de sonde parce que c'est pas au point, parce que le robinet il est pas de bonne qualité, parce que alors on entend tout, on entend les infirmières qui disent oui mais c'est parce qu'on nous a imposé des économies, donc on prend un matériel qui est beaucoup moins bien que celui qu'on avait avant. Puis il y a un médecin qui dit mais pas du tout, ce système-là, c'est pas celui. Bon, il n'y a aucune, je ne sais pas s'il y a de la recherche, peut-être que Guy Valencien pourrait nous le dire en tant qu'urologue. Est-ce qu'il y a de la recherche sur les systèmes de sondes qui sont quand même le lot quotidien des gens âgés? Ce n'est pas vital, mais c'est le lot quotidien des gens âgés. On a l'impression qu'on met beaucoup plus d'argent et d'innovation sur des choses beaucoup plus rares, beaucoup plus, finalement, dont l'utilité sociale, et c'est pour ça que Gérard de Pourvouril tout à l'heure posait la question, l'utilité sociale globale, au-delà par les externalités, au-delà de l'avantage individuel, est-ce qu'on le calcule quand on fait des choix d'innovation ? Alors, peut-être tout de suite en répondant à votre question. Donc, 2 questions. L'optimum, est-ce qu'il y a un optimum ? Au fond, est-ce que c'est 12, 13, 14, 20% ? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on ne focalise pas trop sur des secteurs très pointus en délaissant de l'autre côté, je dirais, le bien-être du patient ? Rapidement sur l'optimum, on saurait théoriquement répondre à la question. Je voudrais simplement faire attention à quand on dit est-ce que c'est 9%, 12%, 10%, etc. Et quand on compare aux 15%, par exemple, des États-Unis,
En fait, il y a une double question là-dedans. Il y a, au fond, c'est quoi le rendement collectif des dépenses de santé, mais il y a aussi, au fond, c'est quoi la capacité collective à financer collectivement, en fait, des dépenses de santé. C'est deux choses, c'est deux questions qui sont un petit peu mêlées, en fait, là-dedans. Si une partie des dépenses de santé, comme c'est le cas aux États-Unis, est financée par de la dépense privée, pourquoi y aurait-il une limite, puisque c'est des arbitrages faits par des consommateurs individuels qui manifestent des préférences par rapport à la consommation de services de santé par rapport à d'autres services. C'est ça qui explique le 15% aux États-Unis, je pense aussi. C'est le fait que c'est une grosse partie est financée, on pourrait dire c'est du financement individuel, c'est pas du financement collectif. Donc je pense que c'est deux questions différentes. Oui, c'est deux questions différentes quand vous parlez de limites. En théorie, oui, on pourrait, si on était capable, si on raisonne en termes de financement collectif, on pourrait se dire, on va investir dans le système de santé jusqu'à ce que le rendement marginal de l'euro supplémentaire soit équivalent à ce qu'on peut obtenir dans l'éducation ou dans la recherche, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ce calcul. Voilà. Ce qu'on fait, c'est au travers du débat démocratique sur le financement des dépenses collectives. On sait très bien, au fond, que ce qui se passe, c'est que les arbitrages qui sont rendus, au fond, c'est de la confrontation, de la négociation, du compromis. Et puis, c'est comme ça qu'on aboutit à 9, 10, 11, 12% plus ou moins secrets, dans les différents pays. Juste, quand même, il y a une catégorie de pays qui n'ont pas été du tout cités dans le débat, qui sont les pays nordiques, qui se trouve que ce sont des pays qui ont une offre, en fait, en termes de système de santé qui est excellentissime en termes de qualité, en termes de rendement, en termes de résultats, et avec des coûts publics qui sont tout à fait maîtrisés. On n'en parle pas. Le deuxième point, innovation principale sur... Mais vous avez dit innovation principale sur l'aigu, un peu spectaculaire, peut-être l'acharnement thérapeutique et tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous que c'est ça qui se passe. Bon. Alors, d'une part, quand vous prenez l'exemple des sondes, oui, il y a de l'investissement dans l'innovation, mais pas médicamenteuse, dans le dispositif médical. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que l'accès aux innovations dans le dispositif médical est suffisant ? Il y a un défaut du système français qui est que par rapport à d'autres systèmes européens d'assurance maladie universelle, le système français finance et rembourse assez mal, en fait, un certain nombre de produits qui sont des produits d'aide et de suppléance des handicaps. Ça, vous le savez. Et là, c'est pas un problème, en fait, il n'y a pas d'innovation dans ce domaine-là. C'est un problème d'accès dans le système français.